Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Après la pneumopathie, la peste du poulet peut-elle à son tour menacer l'homme? Le soupçon est bien réel après la mort d'un vétérinaire qui travaillait sur la maladie aux Pays-Bas. La Belgique, touchée également, impose un traitement à tous les personnels concernés. Un nouveau chapitre de l'après-guerre commence en Irak. Jay Garner, le chef de l'autorité intérimaire, s'est installé aujourd'hui à Bagdad. Bagdad qui commence à retrouver l'eau et l'électricité. La République peut-elle ou doit-elle accepter le voile islamique? Débat relancé après les sifflets qui ont accueilli Nicolas Sarkozy au Bourget. 3 questions à Atis Durac, 28 ans, vous portez le voile et vous comprenez, vous approuvez ces sifflets. Bonsoir et à tout à l'heure. Jean-Marie Le Pen inflexible dans un congrès chahuté. Malgré le désaveu des militants, le président du Front National impose sa fille Marine Le Pen à la vice-présidence du parti. Un an après, nous verrons aussi ce qui reste du choc politique du 21 avril 2002. Enfin, la révélation, Laura Smet, elle a le sourire de sa mère, Nathalie Baye, elle a les yeux de son père, Johnny Hallyday. Elle fait des débuts qu'on dit fracassants au cinéma dans un film qui sort mercredi, Les corps impatients. 10 nouveaux morts en Chine. L'épidémie de pneumopathie échappe donc à tout contrôle. On y reviendra dans un instant, mais c'est par une autre maladie que nous ouvrons ce journal. Une maladie qui serait peut-être, elle aussi, passée de l'animal à l'homme. Il s'agit de la peste du poulet. Elle fait des ravages aux Pays-Bas et en Belgique. Et l'inquiétude grandit depuis qu'un vétérinaire néerlandais a succombé au virus. C'est en tout cas la conviction des autorités locales. Envoyés spéciaux en Belgique, Laurence Decherf, Vincent Ferreira. Pas question de prendre de risques. Aux Pays-Bas, tous les poulets atteints de peste aviaire, comme ceux des alentours, sont abattus. La mort par pneumonie d'un vétérinaire jeudi dernier laisse les scientifiques perplexes. Le virus a été retrouvé dans ses poumons, pourtant jusqu'à maintenant, il ne s'attaquait qu'aux poulets. Il travaillait dans une des fermes et il a contracté une pneumonie par la suite. Il apparaît qu'il a eu cette maladie à cause de son contact avec les animaux par ce virus que nous connaissons. Apparu aux Pays-Bas, dans la province de Gelderland, l'épidémie de peste aviaire a maintenant traversé les frontières de la Belgique. Cette forme de grippe chez le poulet a poussé les autorités belges à prendre des mesures de précaution. Les pompiers doivent gazer 250 000 volailles, rien que dans cette commune de Kinroy. D'abord, il ferme hermétiquement bien sûr les étables, le gaz est injecté. Une fois qu'il pense qu'il n'y a plus de mouvement à l'intérieur, ils font une vérification, si tout est sauf, les portes sont ouvertes, le gaz s'échappe. Et à ce moment-là, nos équipes techniques rentrent pour faire le ramassage tout simplement. Masques, vêtements hermétiques et médicaments antivirales, les équipes d'intervention n'approchent plus les élevages sans protection. Dans un délai de moins de 24 heures, on a commencé avec les abattages. On est en train déjà avec les abattages préventifs dans le périmètre. Donc je ne crois pas qu'on peut déjà agir plus vite que maintenant. Le temps d'incubation est estimé à 10 jours maximum. Il faudra attendre dimanche pour savoir si l'épidémie est maîtrisée en Belgique. Aux Pays-Bas, en tout cas, elle court toujours. Oui, 500 000 poulets devraient y être abattus. Les exportations de poulets belges ou néerlandais sont suspendues au moins jusqu'au 25 avril. La pneumopathie maintenant, il y a 5 semaines aujourd'hui que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a lancé l'alerte. À Pékin, vous le savez, la crise sanitaire a débouché sur une crise politique sans précédent avec plusieurs limogeages. Mais l'opération Vérité n'a pas encore touché l'autre grande ville du pays, Shanghai. Scène un peu surréaliste là-bas, la priorité est au salon de l'auto et officiellement tout va bien. Sur place, Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. Mieux vaut porter le masque quand on côtoie la foule. Pour la première journée du salon de l'auto de Shanghai, de nombreux professionnels ont obéi aux consignes que le gouvernement chinois a enfin lancées. Car ils sont bien là pour l'événement, les Chinois surtout, les étrangers ayant souvent réduit leurs équipes à cause de la pneumopathie, même si Shanghai apparaît officiellement peu touché par l'épidémie. Claude Satinet, directeur général de Citroën, avait tenu à venir présenter à la presse chinoise les succès de son entreprise dans l'empire du milieu, où elle espère écouler cette année 110 000 voitures, son premier marché après l'Europe. Mais le patron de la firme avait aussi d'autres intentions. Nous avons ici du personnel expatrié et il n'y a aucune raison de ne pas venir les voir, quelles que soient les circonstances. Mais l'attrait du marché chinois vaut bien quelques risques et les entreprises françaises n'ont pas rapatrié pour l'heure leur personnel travaillant en Chine. Toutes espèrent que l'épidémie sera rapidement surmontée. Pour nous, l'objectif du salon était de recevoir les clients chinois
Et j'ai l'impression que c'est surtout les Occidentaux qui vont peut-être déserter le salon, mais les clients chinois ont l'air d'être au rendez-vous. Donc pour l'instant, pour nous, l'objectif reste atteint. Les Chinois étaient effectivement bien présents malgré l'épidémie qui ralentit les voyages. Ils sont venus de toute la Chine pour ce salon de Shanghai, présenter notamment leur modèle de voiture, la Chunghua. Mais le développement de la pneumopathie dans le pays, avec plus de 1800 cas, devrait ralentir la croissance. La visite à Shanghai des délégués de l'Organisation mondiale de la santé risque de changer quelque peu le bilan de la pneumonie à Shanghai. Les mauvaises langues disent même que les autorités locales attendent la fin du salon de l'auto pour publier de nouveaux chiffres. La situation en Irak maintenant, et avant d'en venir à l'installation du nouvel homme fort du pays à Bagdad, ces arrestations d'anciens dignitaires du régime. 2 arrestations, 2 de plus, un ancien ministre et le gendre de Saddam Hussein. Au total, 7 personnes sur les 52 recherchées sont déjà aux mains des Américains. Alain Chalbron. La partie est déjà bien engagée. 5 cartes ont été jouées la semaine dernière. 5 cadres du régime, plutôt de second rang, sont désormais dans les geôles américaines. Une 6e est à jamais perdue, celle d'Ali Hassan El-Majid, dit Halil Chimik, mort à Bassora. De nouvelles cartes s'ajoutent aujourd'hui au jeu américain. Un des gendres de Saddam Hussein, réfugié en Syrie, s'est rendu. C'est l'homme au kéfier rouge. Jamal Mustafa était chargé des relations avec les tribus. On dit qu'il était en froid avec son beau-père. Son compagnon de geôle, Khaled Abdallah, ancien responsable des services secrets qui ne figure pas dans le jeu des 55 cartes, pourrait bien en savoir plus. Oumam El-Khalik, ministre de l'Éducation supérieure et de la recherche scientifique, pourrait se révéler être une prise de premier ordre pour les Américains s'il acceptait de parler sur le programme d'armes de destruction massive réelle ou supposée du régime de Saddam Hussein. Reste l'as de pique, la carte maîtresse, Saddam lui-même. Il se confirme chaque jour qu'il a bien survécu à la chute de Bagdad. C'est aujourd'hui le plus pro-américain des opposants, Ahmed Chalabi, qui le dit. La tête de l'ancien président a été mise à prix, $200 000, 100 fois moins que Ben Laden. L'Irak, où une nouvelle ère commence donc officiellement, celle de l'après-guerre. L'administrateur civil provisoire américain, le général à la retraite Jay Garner, a pris ses quartiers aujourd'hui à Bagdad. Le ton apparemment est à la modestie, image commentée par Claude Samper. 12 jours après la chute de Bagdad, voici enfin le général américain Jay Garner dans la capitale irakienne. Il est arrivé ce matin à l'aéroport de Bagdad en provenance du Koweït. C'est un grand jour pour l'Irak et c'est un grand jour pour moi aussi. À 65 ans, ce général américain à la retraite va dorénavant diriger toute la reconstruction de l'Irak. Aujourd'hui, premier contact avec les autorités et première prise de température. À peine arrivé, Jay Garner s'est rendu dans l'hôpital Yarmouk, le plus important de Bagdad. Un hôpital qui manque de tout, eau, électricité, médicaments. Et en fin de journée, il s'est rendu également dans une station de production d'électricité. Premières impressions. Dans cette centrale électrique, comme à l'hôpital tout à l'heure, j'ai rencontré des Irakiens qui travaillent et qui sont tout à fait compétents. Certes, ici, ils sont aidés par quelques ingénieurs américains, mais ils sont capables de faire le travail. Eh bien, c'est la même chose pour tout l'Irak. Ce sont les Irakiens qui vont prendre les choses en main. Nous, on va juste les aider. À Bagdad, où les habitants ce matin étaient plus préoccupés par la pénurie d'essence, les premières réactions à l'arrivée du général Garner étaient plutôt mitigées. Avant la guerre, on avait tout, l'eau, l'électricité. Maintenant, on n'a plus rien. Il doit nous redonner tout ce qui nous manque. L'électricité, l'eau, les feux de circulation et la sécurité surtout. La tâche est immense. Dès la semaine prochaine, une équipe de 400 personnes devrait rejoindre le général Garner pour accélérer la remise en route du pays. Mais précisément, hasard ou coordination, pour la première fois depuis des semaines, certains quartiers de Bagdad ont retrouvé l'électricité. Quelques feux rouges fonctionnent à nouveau et c'est surtout un soulagement pour la population. Envoyés spéciaux Stéphane Bretner, Frédéric Bonne. Voilà un nouvel élément de circulation que les automobilistes avaient oublié. Seuls quelques carrefours ont pris des couleurs et encore 1 à 2 heures par jour. De toute façon, il n'y a pas de policiers, c'est donc toujours la liberté d'aller, à quelques exceptions près. Les autres font ce qu'ils veulent. Moi je respecte. Il faut de l'ordre. Grâce à de petites stations, le courant se remet à fonctionner. À chaque pâté de maison, son heure de lumière. Et dans les boutiques, on ne perd pas de temps pour en profiter. L'électricité marche depuis 1h30. C'est la première fois depuis la guerre, mais je crois que ça ne va pas durer longtemps. Un peu plus loin, on a pris les choses en main. Les électriciens du quartier préparent les rallonges.
Le câblage n'a rien d'une installation aux normes. Le générateur récupéré dans le supermarché d'à côté non plus. Mais ce n'est pas le problème. On nous a beaucoup promis qu'on nous remettrait l'électricité rapidement, mais il n'y en a toujours pas. Et moi, j'en ai assez d'attendre. De quoi alimenter 100 maisons en continu. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si l'électricité est rétablie par intermittence, on est encore loin d'un retour à la normale. Tant que la centrale de Doura, la plus importante de la ville, ne sera pas remise en service, les Bagdadis devront vivre, pour ceux qui en disposent, au rythme des groupes électrogènes. Quant aux écoles, elles rouvriront en septembre, a indiqué un responsable américain. La ville offre donc maintenant un visage très changeant selon les moments et les quartiers. Reprise de l'activité ici, mais toujours l'anarchie ailleurs. Exemple, les armes, elles se vendent, se revendent, changent de main au grand jour. Un trafic qui ne semble inquiéter personne. Reportage Patrick Fandiot, Guillaume Fautra. Pour plaisanter, certains l'appellent déjà la bourse. Un marché aux armes, en plein air, au cœur de Bagdad. 100 $, prix à débattre évidemment pour une Kalachnikov parfois livrée avec son kit d'accessoires. Les vendeurs fanfaronnent avec leurs joujoux. Les Américains disent-ils, on n'en a pas peur. Nous les avons laissés rentrer facilement à Bagdad, mais s'ils nous cherchent, on est prêt à les combattre et ils ne pourront pas nous arrêter. Les clients vérifient sur place la qualité de ce qu'on leur propose. Même s'ils viennent en nombre, ils sont plutôt méfiants. En général, les bonnes transactions se font à domicile. Ali est l'un de ces nouveaux trafiquants d'armes. Il nous a donné rendez-vous chez lui pour voir son stock. Celui-ci, j'en ai déjà vendu une 50aine. Ce modèle anglais, là, à peu près 80, je ne sais plus. Sous la dictature, la détention d'armes par les civils était sévèrement réprimée. Bagdad libéré découvre un commerce juteux. Depuis la chute du régime, il y a beaucoup de bandes armées, des pillards. Les gens ont peur pour leur famille, leurs biens, alors ils viennent ici, acheter des armes pour se protéger. Les trafiquants nous emmènent dans un de leurs dépôts, quelque part dans Bagdad. Un mini-arsenal, lance-roquettes, mortiers, pièces d'artillerie. Quand les Américains sont arrivés en ville, l'armée a fui, laissant derrière elle de la grosse artillerie. Alors nous l'avons récupérée. On n'arrive pas encore à la vendre, mais on verra bien, selon comment évolue la situation. Les Américains qui affirment toujours être à la recherche d'armes de destruction massive ne semblent pas se préoccuper pour l'instant du désarmement des civils. Mais on voit mal comment la nouvelle administration irakienne pourra garantir la sécurité dans une ville où désormais chacun peut s'acheter une arme en allant faire ses courses au marché. Autre scène observée aujourd'hui à Bagdad, cette manifestation d'une ampleur sans précédent devant l'hôtel Palestine où se trouve le quartier général des troupes américaines. 5000 chiites en colère qui protestaient contre l'arrestation, selon eux, d'un de leurs chefs religieux par la coalition. Impossible à vérifier, les Américains, eux, ne font aucun commentaire, mais voilà qui illustre le face-à-face qui se dessine de plus en plus clairement entre ces fidèles chiites et les représentants de Washington. Demain sera une journée test pour les États-Unis, car des centaines de milliers de pèlerins continuent à converger vers la ville de Kerbala, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale, avec dans ces cortèges les drapeaux verts pour l'islam et les drapeaux noirs, symbole du chiisme. Les cérémonies commencent dans quelques heures. C'est aussi une communauté opprimée qui retrouve la liberté. Sur place à Kerbala, nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Jean-François Monnier. Son frère Jamal l'a cherché partout depuis son arrestation il y a 12 ans. À la permanence du parti Baas, au siège de la police locale, au quartier général des services de renseignement, jusqu'au palais de Saddam Hussein à Bagdad. Partout la même réponse, on n'a jamais entendu parler de Kamal Faher Mijbel. Il a fallu que s'effondre la dictature pour qu'enfin, dans les sous-sols de la police secrète, on découvre des listes interminables, les noms des chiites arrêtés, torturés, exécutés au lendemain de la guerre du Golfe en 1991. Rien qu'à Kerbala, 412 personnes. Le frère de Jamal porte le numéro 332. Mon frère est mort parce qu'il avait cru les Américains. Il disait à l'époque que si nous nous soulevions contre Saddam, il viendrait nous aider. Quand la garde présidentielle a maté la rébellion, les Américains n'ont pas bougé. Tous les disparus ne figurent pas sur les listes. Et certains dont les noms sont inscrits ici seraient en fait exilés à l'étranger. Difficile de s'y retrouver.
À l'entrée de Kerbala, les pèlerins sans un regard passent devant l'immeuble qui abritait la police d'État. Le bâtiment est vide. Les collaborateurs du régime ont fui bien avant l'arrivée des forces américaines. C'est de Saddam Hussein dont il faut se venger. Où qu'il se cache, même sous terre, nous le trouverons. Mais les jeunes membres du parti, pour la plupart, ils n'y sont pour rien. S'ils ont du sang sur les mains, c'est de la faute de Saddam. Pour la majorité chiite, si longtemps opprimée, plus qu'un rassemblement religieux, le premier pèlerinage de l'après Saddam Hussein est une démonstration de force. La célébration d'une liberté enfin recouvrée. L'actualité en France, avec d'abord les suites de ce qu'on appelle désormais l'incident du Bourget. Nicolas Sarkozy sifflé lors du congrès de l'UEIF, l'Union des organisations islamiques de France, lorsqu'il a évoqué l'obligation d'enlever le voile pour les photos d'identité. Bonsoir Atis Durac, vous avez 28 ans, vous êtes monitrice d'auto-école, on le voit, vous portez le voile, vous n'étiez pas vous-même sur place au Bourget, mais vous partagez ces protestations qu'on a entendues à ce moment-là. D'abord, on va revoir ce qui s'est passé, et pour être exact, pour être honnête, il faut préciser que l'accueil réservé à Nicolas Sarkozy a été chaleureux, très chaleureux même, avant et après cet épisode. Mais sur ce point précis, il y a eu accrochage. Regardez, écoutez. La loi impose que sur une carte nationale d'identité, la photographie du titulaire soit tête nue, que ce soit celle d'une femme ou d'un homme. Cette obligation est respectée par les religieuses catholiques comme par toutes les femmes vivant en France. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Rien. Je vous dis, je suis venu en ami, mais en ami non complaisant. En ami pour dire des choses. Un ami, mes chers amis, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner parce qu'une minorité proteste dans une salle. Voilà, Atis Durac, donc vous êtes avec nous en duplex de Strasbourg. D'abord, par curiosité, est-ce que vous avez votre carte d'identité ou votre permis de conduire et quelle photo y figure? Est-ce que vous le portez ou est-ce que vous ne le portez pas, ce voile que vous avez? D'abord, bonsoir Monsieur Pujadas, et puis je voudrais d'abord souhaiter de joyeuses Pâques à la communauté chrétienne et la communauté judaïque, car c'était aussi la Pâque juive il y a quelques jours. Effectivement, j'ai mon permis de conduire avec moi. Je voudrais vous montrer que j'ai passé il y a quelques années de cela, et je l'ai passé avec mon foulard, parfaitement, comme vous pouvez le constater. Voilà. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a un décret, peut-être depuis votre passage du permis en 1999, qui rappelle que toutes les photos doivent être prises tête nue et sans voile. Le voici, ce décret, 2 photographies, 2 faces tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes. Vous auriez sifflé, Atis Durac, autrement dit, vous êtes vous aussi en désaccord avec cette disposition qui concerne tout le monde, rappelons-le, pas seulement les musulmanes, mais aussi les sœurs, les chrétiennes, comme le rappelait Nicolas Sarkozy. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que, bien entendu, siffler, ce n'est pas très élégant, mais c'est aussi une manifestation très spontanée et, bien entendu, très libérale. Et ce que moi j'aurais fait, je pense que j'aurais fait exactement la même chose, vu que j'ai une personnalité assez impulsive. Ce qu'il y a, c'est que M. Sarkozy, par exemple, quand il a été invité au dîner annuel de CRIF, il était beaucoup moins vindicatif. Donc il ne faut pas susciter des réactions qui sont étonnées de leur nature. Voilà, vous parlez du Conseil des institutions juives de France, mais restons bien sur notre affaire, parce que vous comprenez que ça peut paraître anodin, mais que derrière on a le sentiment, et beaucoup ont le sentiment, y compris la coordination des musulmans de France, qui se dit choquée, autrement dit l'autre frange des musulmans de France, on a le sentiment que c'est une brèche qu'on essaye peut-être d'ouvrir dans la laïcité. Ce que moi je ne comprends pas, par exemple, le fait d'avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fait d'avoir par exemple ma photo d'identité sur mes papiers d'identité ou mes papiers professionnels, le fait d'avoir ma photo avec mon foulard, je ne comprends pas en quoi ça, comment ça ébranle la laïcité.
parce que la carte d'identité est le symbole de l'appartenance à la République française, et que dans l'appartenance à la République française, il n'y a pas de religion. La religion est de la sphère privée, c'est en tout cas la philosophie qui est celle de la laïcité en France. Est-ce que la laïcité peut-elle être expliquée par la haine du religieux ou de la religion? Vous y voyez un signe de haine. Vous y voyez un signe de haine. C'est une nouvelle forme de racisme, effectivement, c'est une discrimination. Je pense que, avant toute chose, nous sommes les femmes de France et comme tous les citoyens, nous avons droit au droit de culte, au respect et au droit à la différence. C'est vrai, mais ce dispositif s'applique à tous les citoyens, il ne vous vise pas vous particulièrement. À tous les citoyens, mais nous avons par exemple choisi librement de pratiquer une religion. Nous avons des concepts divins auxquels nous sommes soumis, comme d'autres communautés d'ailleurs, comme la communauté judaïque ou la communauté chrétienne. Dans ce cas-là, il faudrait que la kippa, la croix ou les tzitzis soient aussi prises en considération dans ce discours et dans cette loi. En tout cas, pour ces photos d'identité, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence qui est faite, rappelons-le. Écoutez tout de même Mathis Durac, ce qu'a indiqué Abdallah Ben Mansour, l'ancien secrétaire général de l'UEIF, après cette scène au Bourget. Lui aussi conteste cette disposition et ce sont des propos qui, là encore, ont choqué. Écoutez. Il y avait une loi qui imposait l'étoile jaune aux Juifs, elle était injuste, elle a été changée. Tant que la loi interdise le foulard, nous allons, nous, le prescrire, mais nous allons demander à ce que cette loi soit changée parce qu'elle est injuste. Voilà, c'est un document que nous ont donné nos amis de France Info, et pardon pour la qualité du son. Est-ce que ça n'est pas un peu déplacé, sinon un peu douteux, cette comparaison avec l'étoile jaune? Excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu, mais de toute façon, moi-même, j'allais employer la même expression. C'est que, vivant sur la terre de France et participant activement à cette société qui est aussi la mienne, je voudrais surtout m'occuper de l'insécurité routière, me battre contre l'incivilité routière ou bien les besoins de cette société. Mais je voudrais surtout pas militer pour pouvoir porter un foulard parce que ce n'est pas mon étoile jaune et ce n'est pas à moi d'organiser la vie sociétale. C'est à l'État de prendre en considération la diversité des individus, de ces citoyens qui la composent. Oui, mais vous pensez franchement que les dispositions sur l'étoile jaune peuvent être mises sur le même plan que demander aux citoyens, citoyennes de ne pas arborer de signes religieux sur les photos d'identité? Ce n'est pas une question de signes religieux, c'est tout simplement un choix en ce qui concerne la religion. Donc si un citoyen a fait le choix de pratiquer sa religion, je ne vois pas pourquoi l'État ne le respecterait pas et ne prendrait pas des dispositifs en ce qui la concerne. Merci Atis Durac. En ce qui concerne le citoyen. Je vous en prie, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous-même aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions. La politique maintenant avec le congrès du Front National d'abord. Si c'était un film, on pourrait l'appeler une affaire de famille. Inflexible, Jean-Marie Le Pen, malgré le désaveu des militants, a imposé sa fille Marine à la vice-présidence du mouvement. Arnaud Boutet, Marie-Pierre Cassignard. À Nice, il y a le Jean-Marie Le Pen tout sourire qui bat la mesure au rythme des sabots. Un chef de parti qui promet dès l'an prochain de nouvelles victoires à ses fidèles. Mais ce matin, sur la même tribune, l'ambiance n'était pas la même. Un Gollnisch, Bruno. Malgré les applaudissements, Jean-Marie Le Pen reste figé. Le vote du comité central confirme le succès du clan Gollnisch, au détriment de Marine Le Pen, qui tente de se consoler. 142 voix. Si les inquiétudes nourries par certains peuvent être levées, s'ils sont rassurés, eh bien ils n'en travailleront que mieux pour les élections. Depuis des mois, on la voit, on l'entend, un peu trop pour certains, irrités par le débat sur l'après-Le Pen. Comme tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions ont dit la même chose, eh bien ça a sans doute suscité dans le secret de l'isoloir la crainte peut-être d'un certain nombre de militants. Marine, elle aura son temps. Oui. Comme beaucoup dans le Front National. Dans l'autre camp, beaucoup se taisent, mais quelques-uns accusent. Le crime est signé, donc... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le résultat est conforme à ce qui se tramait, quoi. Hier, une consigne de vote circulait discrètement dans les couloirs. Malgré la gifle, Marine, fille de Jean-Marie, devient grâce à son père la vice-présidente du Front National. Une jolie promotion familiale qui risque d'attiser un peu plus la lutte des clans. Et une nouvelle manifestation contre le Front National dans les rues de Nice. Faible mobilisation, ils étaient 1 millier selon la police.
En tête du cortège, entre autres, Arnaud Montebourg, Christiane Taubira. 2 manifestants qui s'étaient échappés du cortège ont été interpellés et un membre du service de sécurité du FN blessé suite à des incidents aux abords du palais Acropolis où se tenait le congrès. Un congrès qui intervient un an, jour après le premier tour de la présidentielle. Un coup de tonnerre dans le monde politique, une énorme surprise. Jean-Marie Le Pen au second tour, élimination de Lionel Jospin. De très nombreux livres, colloques y sont consacrés depuis quelques jours. Dans un instant, nous irons à Rennes où on avait beaucoup manifesté. Retour d'abord sur ces quelques jours avec Alexandre Carra. C'était un dimanche de premier tour, un 21 avril sans histoire. Enfin, c'est ce que l'on croyait. L'affiche du second tour semble jouer d'avance. Et pourtant, ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Ici, comme dans les rédactions, quelques bruits commencent à circuler. Il y a, je ne vous le cache pas, une certaine angoisse, en tout cas beaucoup d'appréhension chez Lionel Jospin ce soir. On attend aussi ici une grosse surprise, il y a des sourires entendus qui s'échangent. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. N'ayez pas peur, chers compatriotes, rentrez dans l'espérance. L'événement, c'est le 5 mai. En attendant, n'ayez pas peur de rêver. Vous, les petits, les sans grade, les exclus. Il faut que le score de Le Pen pour l'honneur de la France soit le plus faible possible. Vous voterez Chirac? Je le ferai. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. J'en appelle aux Françaises et aux Français, à chacune et à chacun d'entre vous, parce que la démocratie, c'est le bien le plus précieux. Parce que la République est entre vos mains. Première manifestation spontanée, premier cri de révolte pour une génération. Cette nuit-là et dans les jours qui suivent, par centaines de milliers, des jeunes et des moins jeunes descendent dans la rue pour dire non au Front National. Et justement, avec ces manifestations, on a parlé du retour de l'engagement, quel que soit le camp choisi. Alors, y a-t-il un esprit d'avril 2002 et qu'en reste-t-il aujourd'hui à Rennes? Reportage Pauline Revenat, Laurent Hainaut. On a mis 1 heure à bouger de la place, je crois. Ouais. Des souvenirs, il n'en manque pas. Ils se sont connus l'an dernier dans les manifestations contre le Front National. 35 000 personnes dans les rues de Rennes, du jamais vu depuis la Libération. Mais la mobilisation s'est vite essoufflée. Dans un délai de quelques jours, il est adoptable, vaccinez-vous contre la rage. Il y a eu un sursaut qui a duré, enfin, je dirais 3 mois, et après les consciences sont retombées, quoi. C'était vraiment de la réaction sur le moment, quoi. Ce sursaut, ils ont pu le mesurer. À l'époque, SOS Racisme a accueilli 60 nouveaux adhérents, mais tous ne sont pas restés. Il y a plus de disponibilité. Je crois qu'il y a une envie de faire quelque chose et en même temps un manque de temps et puis un manque d'orientation. Les gens ne savent pas forcément vers qui aller. Le plus difficile, c'est justement de rester mobilisé. Toujours fidèle à l'UNEF, Sylvaine veut croire qu'une nouvelle génération est née. Je pense qu'il y a vraiment des gens après le 21 avril qui ont découvert qu'ils avaient un pouvoir entre les mains et je crois que ça demande qu'à se réveiller. Le réveil, il a sonné avec la guerre contre l'Irak. Les anti-Le Pen d'hier sont devenus les anti-guerres d'aujourd'hui. D'une cause à l'autre, Juliette est portée par le même élan. On se dit qu'on est vraiment tous ensemble et qu'on a un pouvoir et c'est vrai que quand on part de la manif, on est heureux, on se dit ça y est, ça va bouger grâce à nous. Et ça bouge ou pas alors? Et non, ça retombe facilement, ça retombe vite. Sur le campus, la majorité des étudiants n'a pas d'étiquette politique et le 21 avril est déjà loin dans les mémoires. Honnêtement, t'es la première personne qui m'en reparle depuis que c'est arrivé l'année dernière, donc je crois que les gens, ils ont oublié, comme tout, on oublie vite, quoi, malheureusement. D'autant plus que les vacances viennent de commencer
et que les examens approchent. Et qu'il fait beau. Un rendez-vous à ne pas manquer sur ce sujet. Complément d'enquête à 23h05. Benoît Duquesne et ses équipes ont retrouvé beaucoup des acteurs de l'époque. À suivre aussi une interview exclusive de Jean-Pierre Raffarin sur le sujet. 23h05, complément d'enquête. En bref, l'affaire des disparus du Grand Bornand. Le procureur donnait une conférence de presse tout à l'heure. Il a indiqué que des traces suspectes, qui pourraient être des traces de sang, ont été découvertes dans le chalet de la famille, disparu depuis 9 jours. Leur analyse prendra plusieurs jours. Accident, fuite, drame familial, enlèvement, crime. Aucune hypothèse n'est privilégiée, a-t-il indiqué. Une information judiciaire devrait être ouverte demain. Les vacances, elles commencent pour les uns, elles finissent pour les autres. La journée était classée rouge dans le sens des retours. Apparemment, Bison Futé a été écouté. Quelques bouchons, mais dans l'ensemble, la circulation est restée fluide. Nicolas Lemarinier, Yann Moigne. Péage de Saint-Arnoux, habituellement le cauchemar des touristes qui reviennent du Grand Ouest. Comme d'habitude, Bison Futé avait recommandé de ne pas prendre le volant aujourd'hui, et logiquement... On est resté jusqu'au dernier moment en croyant que tout le monde rentrait hier. Et on est parti tôt quand même, à 2h30 du matin. Résultat, 20 km de bouchons dans le sens province-Paris cet après-midi à 17h. Impressionnant, mais les automobilistes savent garder leur calme. On revient d'un stage de massage positif. C'est génial. On est de Paris, donc on a l'habitude des bouchons, mais on s'attendait à beaucoup pire. Ça ira bien rouler, absolument. Vous voyez. Sur l'aire de repos, certains profitent de la pause pour prendre le volant. Les moteurs prennent le frais. Finalement, en début de soirée, les choses ont l'air de s'arranger. Les gens ont été sensibles au message pour soit avancer, soit différer les retours et en tout cas éviter la période qui est la période qu'on connaît actuellement. 19h30, les derniers retardataires franchissent le péage. Le pire a été évité en attendant les prochains week-ends. Et à propos de circulation, cette innovation en matière de pneus pour les camions, un pneu qui permet, par temps de pluie, de ne plus aveugler les voitures qui suivent. Céline Crespi, Jacques Gérard. Doubler ou croiser un camion, ça peut être cela. Un rideau de pluie qui surgit des roues avant du poids lourd s'abat sur le pare-brise de la voiture. Pendant quelques secondes, l'automobiliste perd toute visibilité. Déporté, il se retrouve contraint de freiner et la manœuvre peut être fatale. Ce genre de situation, tout le monde s'en méfie. Personnellement, j'ai une petite voiture et les essuie-glaces, ils sont pas au top. Et ouais, les camions, c'est gênant. Je mets une distance de sécurité plus importante entre moi et le camion. Ouais, c'est tout. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Ou presque. Pour éviter ces dangereuses trompes d'eau, un fabricant de pneumatiques vient de commercialiser un nouveau modèle de pneus pour poids lourds. Un petit rebord a juste été ajouté, simple mais efficace. Le principe du pneu, c'est une toute petite couronne qui est collée, en fait, qui est cuite avec le flanc du pneu. Ça veut dire que la gerbe d'eau, au lieu de monter, elle est rabattue par ce petit déflecteur. C'est tout simple, ça pèse à peu près 500 grammes sur un pneu de 68 kg. C'est un procédé qu'on connaît depuis 40 ans sur les avions. Test comparatif. Sur les images du haut, les projections d'eau atteignent jusqu'à 2 mètres. Sur celle du bas, le pneu, qualifié dans le milieu d'anti-splash, limite ses projections à la hauteur des roues de la voiture. Un procédé qui pourrait être généralisé puisque le brevet de l'invention est utilisable par tous les fabricants de pneumatiques. Les pneus mais aussi les sols peuvent être améliorés pour plus de sécurité. Certains revêtements plus rugueux, plus compacts sont plus adhérents, d'autres allant même jusqu'à drainer l'eau. Une énorme escroquerie en Grande-Bretagne, escroquerie aux millionnaires. Ce jeu télévisé à succès, le procès a tenu le pays en haleine pendant des mois, mais l'émission en cause n'avait jamais été diffusée. Ce sera chose faite prochainement. Arnaud Miguet à Londres. Qui veut gagner des millions? Version originale. Un jeu qui a mal tourné pour le major, sa femme et son complice. Ils pensaient avoir gagné le jackpot. Aujourd'hui, ils viennent d'éviter la prison de justesse. Retour au jeu, nous sommes le 10 septembre 2001. Charles Ingram, 39 ans, militaire de son état, passe sous les feux de la rampe. 15 questions pour arriver au million. Le public retient son souffle. Très hésitant, il finit par répondre avec succès et gagner. Mais voilà, dans l'audience, à quelques mètres du candidat, on entend beaucoup tousser. Sur le plateau, les ingénieurs du son ne croient pas une seconde à un rhume des foins. Pour certaines questions, quand le commandant disait à haute voix ce qu'il pensait être la bonne réponse, on entendait tousser dans la seconde qui suivait.
Le complice, le joker, c'est lui, Tiki Twitok, universitaire de 53 ans. Assis dans l'audience, à chaque bonne réponse, il tousse 2 fois, une méthode élémentaire de collégien, une arnaque préméditée. Le cerveau du trio n'est donc pas celui qu'on croit, c'est sa femme, Diana, une accro des jeux télé. Tous 3 étaient surendettés, mais résultat des courses, tous 3 ont été condamnés pour escroquerie. 15 000 € d'amende et 12 mois de prison avec sursis pour le joker, 22 000 € d'amende et 18 mois de prison avec sursis pour le militaire et sa femme. Les grands gagnants dans cette histoire, ce sont les producteurs de l'émission. Non seulement ils n'ont pas eu à débourser le million, mais surtout cette saga judiciaire qui a tenu les Britanniques en haleine, a donné un nouveau souffle au jeu qui en avait grand besoin. Musique en ce week-end de Pâques, l'apparition d'un nouveau genre chez les catholiques, la pop louange, les thèmes religieux version rock. Parmi les groupes phares, Glorious, 15 000 albums vendus et une tournée au festival de Pâques à Chartres. Éléonore Gay, Hervé Pozzo. En 8 siècles, ces murs ont résonné de milliers de chants à la gloire de Dieu. Mais ce matin, à la messe de la cathédrale de Chartres, il fallait se rendre à l'évidence. Depuis les JMJ, une nouvelle génération d'artistes chrétiens fait rimer religion et chansons. L'Église actuellement a vraiment besoin de la musique et des expressions artistiques contemporaines. Amen, alléluia, amen. Sur le marché de la musique évangélique, Glorious tient le haut de l'affiche. 15 000 albums vendus, un public jeune et plutôt catholique. Jésus nous envoie, chantons alléluia. Pour ces 3 frères, c'est un ministère plus qu'un travail, une œuvre soutenue par le pape Jean-Paul II en personne. Amen, alléluia. Je trouve que c'est extraordinaire parce que ça évangélise, c'est enfin la foi dans notre vie de tous les jours. Hein. C'est pas nous qui avons eu l'idée de monter Glorious, c'est un appel, on a reçu ça sur le cœur. Voilà, moi j'avais un boulot, jamais Tom était lycéen, merci. Hein. Et voilà, on a tout plaqué pour suivre le Christ. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit de Dieu. Pour les chrétiens qui peinent à entendre le message des évangiles à cause des guitares électriques, il restera toujours les classiques. Sainte Vierge Marie, tendre mère du Très-Haut. Cinéma, elle s'appelle Laura Smet, elle est la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday. Elle a surtout gagné ses galons d'actrice. Le film s'appelle Les corps impatients. Il sort mercredi. Abdel Mostefa, Patrice Hacher. Vous la reconnaissez, et pourtant c'est son premier film. Sans doute un air de famille. Sous la douceur d'une Nathalie Baye, la rage d'un Johnny. Tu sais pas moi, je suis en train de s'ouvrir et je suis toute seule dans cette genre de merde. Mais cassez-vous. C'est moi la paix, bordel. Elle voudrait qu'on oublie qu'elle est fille d'eux, qu'on parle plus du film, et gênée qu'on tire la couverture des magazines à elle. Depuis que je suis toute petite, c'est comme ça, donc il faut faire attention parce que bon, il faut pas être lancé comme une lessive et puis après on est aux oubliettes quoi. Tout le monde se dit oui elle est arrivée là parce que c'est la fille de ce qui est faux. Donc voilà, et elle se retrouve toute seule face à la caméra après, donc c'est un combat contre elle-même et ouais, elle a plus à prouver je pense. Je voudrais voir ce qui va pas sur les radios, je sais pas moi je reste là. Pour faire ses preuves, pas vraiment un rôle facile, pas vraiment un film facile. Cette opacité à gauche avec une déviation de la trachée et du médiastin qui indique un épanchement pleurant. Au détour d'un examen de routine, Charlotte et Paul, son petit ami, apprennent qu'elle a un cancer. Que faire quand on a 20 ans, que la maladie fait irruption dans votre vie? Entre 2 séances de chimiothérapie, on se jette à corps perdu dans les bras des autres, jusqu'à donner naissance à un drôle de trio amoureux. Dans les lits, sexe, mensonges et confidences. J'ai les nanas qui me regardent. Ah ouais? C'est dur. Pour voir ces corps impatients, bien sûr, dans 2 avant-premières, Nathalie Baye et Jean-Philippe Smet. Ouais. Ils ont vraiment aimé le film et puis ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que ils ont vu au début leur fille et puis petit à petit ils ont vu le personnage. Et pour moi ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Une interview aux côtés d'un autre comédien très prometteur et Laura Smet repart, peut-être chez Nathalie Baye. Comme beaucoup de filles de 19 ans, elle habite encore chez sa maman. Sport football, 34e journée de Ligue 1. Marseille s'accroche. Victoire à l'extérieur pour l'OM qui a battu Lens hier 1-0. But signé Leboeuf sur ce pénalty.
Les Marseillais donc qui sont à la 3e place au classement à 2 points des leaders Monaco et Lyon. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, c'est la nouvelle star de la natation française. Elle s'appelle Laure Manadou. Retenez ce nom car elle n'a que 16 ans et elle a raflé 5 titres et battu 4 records au championnat de France à Saint-Étienne et sur des longueurs très différentes, du 50 mètres d'eau au 1500 mètres nage libre. Laure Manadou est bien sûr qualifiée pour les championnats du monde à Barcelone en juillet, aux côtés de 12 autres Français. Fin de cette édition, merci d'avoir suivi. La météo de Patrice Drevet tout de suite. Votre soirée sur France 2, 20h55 jour après jour. L'émission de Jean-Luc Delarue consacrée ce soir aux femmes abusées et manipulées. 23h15, complément d'enquête donc avec Benoît Duquesne. Dernier journal 1h, Jean-Claude Renaud. Demain dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Claude Bébéard, président du groupe AXA. On se quitte sur ces images d'une tradition aux petits oignons. Une omelette géante de 15 000 œufs, c'est la tradition pascale à Bessières, près de Toulouse. Bon appétit, à demain.